Il est impossible de le tuer. Ni le fer ni la flèche ne peuvent l'atteindre. Alors, qu'espérez-vous de moi? Un homme très blond et jeune encore, de haute stature et manifestement très fier de son apparence physique, de ses manières et de son habillement, se tenait accoudé à la proue d'un navire qui voguait doucement vers la crête. Ses mains reposaient nonchalamment sur le bastingage. Sa lèvre était dédaigneuse. La Méditerranée, comme à son habitude, se déroulait, verte et flegmatique, sous le ciel d'un bleu arrogant. Quelques mouettes ricanaient d'excitation en faisant des moulinets dans le sillage du bateau, attirées par les viscères de poisson que vomissait le seau de bois du cuisinier du bord. À 1 mètre à peine du jeune blond, la silhouette médiocre d'un homme plus âgé se dessinait. Il paraissait un véritable gnome auprès de son compagnon. Ses vêtements gris, terriblement ternes et presque ridicules, en regard de la tunique d'or dont le grand blond vêtait négligemment son orgueilleux corps d'athlète. Il est impossible de le tuer, répéta l'homme vieillissant. Ni le fer, ni la flèche ne peuvent l'atteindre. Alors, qu'espérez-vous de moi? Répliqua de nouveau le superbe voyageur habillé d'or. Tâchez de me comprendre. La mort ne peut lui venir d'autrui. Elle ne peut lui être prodiguée par une arme conventionnelle, telle qu'une lance ou une épée. Mais lui-même est tout à fait capable de se donner la mort, si on parvient à l'en persuader. Vous espérez donc que je le pousse au suicide? D'une certaine manière, oui. C'est une curieuse besogne dont vous m'avez chargé là, et qui manque à mon goût de noblesse. Je suis un guerrier, mon cher. Plonger ma lance jusqu'à la garde dans la poitrine d'un homme et sentir son sang écumer sur mes mains ne m'a jamais fait peur. Pas davantage que les râles d'agonie d'un adversaire vaincu ne m'impressionnent. Mais venir à bout d'un homme en lui usant mesquinement la santé à coups de médisance de bonne femme comme une empoisonneuse, très peu pour moi. Pour qui me prenez-vous? Si c'est là le genre de mission que vous souhaitez me confier, il se pourrait que je reprenne dès ce soir la navette pour Athènes. Encore une fois, vous ne me comprenez pas bien, mon cher Thésée. Il vous faudra bel et bien affronter le Minotaure, le combattre de la façon virile qui vous sied. Mais si vous voulez avoir la moindre chance de le vaincre, il vous sera nécessaire de faire preuve d'un peu de ruse, d'un peu d'astuce auparavant. Les cornes du Minotaure sont empoisonnées, comme l'était naguère celle de Feu son père, le taureau blanc. Elles sont remplies d'un poison dont la particularité peu commune est d'être mortel uniquement pour lui-même. Excepté ce poison, rien ne peut tuer le Minotaure. Votre javelot, votre glaive ne pourrait lui causer que des blessures bénignes. Vous n'avez une chance de tuer le Minotaure que si vous parvenez à scier une de ses cornes et à la lui planter dans le cœur, ou éventuellement dans le foie. Et vous espérez que cet animal, que vous dites invulnérable, se laissera scier un morceau de corne sans rien dire? Thésée fit entendre un petit rire, méprisant et surjoué, pareil à un petit hoquet. Tout ceci me paraît de plus en plus tiré par les cheveux, conclut-il, en jetant un regard faussement blasé sur l'océan turquoise. Il vous croit un guérisseur chargé de le débarrasser de ses hantises. J'ai tâché de le persuader de se prêter à toutes vos manœuvres. Vous êtes supposé être un genre de médecin. Vous pouvez prétexter qu'une ablation d'une de ses cornes est nécessaire à sa guérison. Que sais-je? Il devrait vous faire confiance. Venir ainsi à bout d'un ennemi, par traîtrise, cela ne convient pas à ma nature noble et altière. Thésée ricanait en regardant la mer.
Il était inquiet, il avait peur, et il s'efforçait de le cacher. Lorsque j'ai dressé le plan d'action, dit l'autre, j'ai constaté que nous nous heurtions principalement à deux difficultés, le labyrinthe et la corne. Il nous fallait trouver le moyen que vous puissiez vous orienter dans le labyrinthe. Et il nous fallait inventer quelque chose qui vous permette de gagner la confiance du Minotaure, afin de vous emparer, par la ruse, d'une de ses cornes. En ce qui concerne ce sujet, je vous ai préparé le terrain, ainsi que je vous l'ai déjà dit. Le Minotaure vous croit presque un de ses amis. À vous d'être suffisamment persuasif pour ne pas le détromper trop vite. Pour ce qui est du labyrinthe, j'ai également trouvé une solution. Je me suis laissé dire que vous aviez un certain ascendant sur les personnes du beau sexe. Thésée se rengorgea et fit un petit mouvement de menton. Sans vouloir me vanter, c'est le cas, fit-il. Nous pouvons nous en réjouir, car c'est de l'influence que vous saurez exercer sur une jeune fille que dépend le succès de notre entreprise. La fille du magicien qui a construit ce maudit labyrinthe est tout à fait capable de vous aider à rentrer dedans ainsi qu'à en sortir sans vous égarer. À vous, mon cher, de gagner sa confiance ou la sympathie de cette Péronnelle pour la persuader de vous seconder. Vous pourrez recourir autant que vous le voudrez à votre charme. Vous avez carte blanche. La fille s'appelle Ariane et vit avec son vieux prétentieux de père dans une vieille maison un peu excentrée. Dédalus est souvent absent, ce qui vous aidera beaucoup. En suivant les indications de l'homme en gris, Thésée avait trouvé la maison de Dédalus. Dissimulé derrière le buisson d'aubépine qui hérissait les abords du jardinet mal tenu saignant le domicile de l'ingénieur, il espionnait Ariane. La jeune femme, l'air absorbé dans ses pensées, s'employait à rapiécer une vieille tunique ou une vieille chemise installée sur une chaise au milieu du jardinet. Ses doigts menus poignardaient l'étoffe, puis s'élançaient en l'air. De temps à autre, elle s'arrêtait pour soupirer, en levant les yeux au ciel. Tout en cousant, elle chantonnait, d'une voix timide, à peine audible, des bribes de mélodies inconnues. La maison, grise et lépreuse, ne payait pas de mine, et la fille non plus. Brune et pâle, Ariane était très petite et maigrichonne. Elle avait le profil aquilin d'une souris, et Thésée, en connaisseur, devinait des jambes pareilles à des allumettes sous sa robe de coupe sévère et banale. Elle serait pour lui, sans le moindre doute, une proie plutôt facile. Elle n'était pas une gamine, contrairement à ce que Thésée avait cru deviner en interprétant les propos de l'homme en gris. Elle avait dépassé les 25 ans. Elle paraissait l'archétype de la vieille fille, solitaire et inhibée, rêveuse et mélancolique. Ce serait une proie extrêmement facile. Le seul risque était qu'elle fût démesurément farouche. Thésée, qui savait se faire discret comme un courant d'air, parvint à épier la mince Ariane sans se faire repérer 3 longues journées durant. L'homme en gris n'avait pas menti. Dédalus se faisait plutôt rare. Thésée aperçut une seule fois un vieux bonhomme voûté, au long nez crochu, qui entrait dans la maison un soir, d'une démarche de vieux vautour. Cette apparition ne l'intimida guère. Il ne quitta pas son poste d'observation et connut bientôt chacune des habitudes de la fille de Dédalus. Elle n'était pas une vierge austère, ainsi qu'il l'avait cru et redouté pendant quelque temps. Au contraire, elle paraissait désireuse d'aller au-devant des rencontres masculines. Chaque soir ou presque,
Elle s'en allait rejoindre des jeunes gens et des jeunes filles qui, mus par un désir intense et commun d'amnésie, buvaient des vins lourds et dansaient le sirtaki jusqu'aux premières lueurs de l'aube, sous les pins noirs, près de la plage d'Héraclion. Le quatrième soir, Thésée sortit de sa cachette et se mêla sans mot dire à leur petite fête. Il était 10 heures quand il apparut. Un soleil tiède baignait encore d'une lumière aiguë toute l'île et ses habitants. Toutes les têtes, garçons et filles confondus, se tournèrent instantanément vers l'étranger au bel habit d'or. Il resplendissait, et personne n'aurait pu, sans mentir éhontément, se proclamer indifférent à son charme, que rendait plus poignant encore son visage fier et dédaigneux, à l'expression savamment étudiée des années durant devant la glace. Il ne daigna pas honorer la jeune Ariane d'un seul regard. Hautain et majestueux, il dansait, avec précision et vigueur, épousant avec une perfection arrogante le rythme engendré par les accords surgis des instruments de musique entêtés. On se lasse de tout, même de la danse. Musiciens et danseurs s'accordèrent une pause vers minuit, et le vin circula. On remplit les hanapes. Thésée se désaltéra d'un puissant vin rouge mêlé d'eau fraîche. Nonchalant comme un lion qui se prélasse, il adressa d'indulgents sourires aux jeunes femmes qui l'accablaient d'œillades et d'allusions. Les garçons eux-mêmes se pressaient autour de lui, tant les mœurs crétoises sont libres. Cependant l'étranger au flamboyant habit d'or, jugeant que ce jeu avait assez duré, se leva soudain, et, ayant jeté sa coupe vide par-dessus son épaule, il prononça d'une voix impérieuse le mot musique en tapant 2 fois dans ses mains. Les musiciens, subjugués par ses façons autoritaires, se remirent presque immédiatement à gratter leurs instruments. Thésée tendit la main sans mot dire à la fille de l'auteur du labyrinthe, qui se leva tout de suite, nerveuse, enchantée, stupéfaite, pour répondre à l'invitation du bel étranger. Ariane, en dépit de son physique ingrat, dansait avec une souplesse gracieuse, et sans se fatiguer. Ariane et Thésée formèrent un duo très applaudi, durant près d'une demi-heure. Rassemblés sous les pins, les autres danseurs battaient des mains et sifflaient en les regardant. Puis Thésée salua sa cavalière en lui baisant la main et s'éclipsa. Il ne reparut que 72 heures plus tard. La fille de Dédalus lui lança un regard éperdu, particulièrement éloquent. Étendu sous un vieil olivier, dans l'herbe grasse, auprès d'un jeune pâtre, dont il avait gagné la sympathie, en échangeant avec lui 2 ou 3 mots banals, Thésée tuait laborieusement les heures qui le séparaient du retour de la nuit. Elle paraissait bien loin encore, la nuit, si on se fiait à la couleur du ciel, d'un bleu soutenu que ne tachait pas un seul nuage. Thésée, mâchant un brin de paille, se tourna vers son jeune compagnon qui essayait de garder un œil sur ses bêtes s'égayant çà et là. Sais-tu pourquoi les freluquets de ton espèce échouent lamentablement quand ils s'essayent à séduire une femme? Lui dit Thésée. Parce qu'ils s'y prennent comme des idiots. Les adolescents remarquent, parmi la foule des jeunes filles, un visage qui leur plaît, un corps qui leur semble digne d'estime, une femelle qui sort à leurs yeux de l'ordinaire, et ils se jurent de la séduire. Et comment s'y prennent-ils? En l'approchant petit à petit, en essayant de l'amadouer. Ils en eussent avec elle comme si elle était un bel animal farouche, cheval sauvage ou épervier, qu'il convenait d'apprivoiser. C'est une erreur ridicule. On n'obtient pas les faveurs d'une femme en l'appâtant avec des mots et des attitudes niaises, comme on attirerait un chien avec des boulettes de viande. Ce qui rend une liaison possible, ce sont des affinités de caractère psychique entre l'homme et la femme. Quand on dit bêtement d'une femme, elle est faite pour moi,
Cela signifie simplement que sa sensibilité s'accorde avec la nôtre. Et qu'est-ce que la sensibilité? Un certain état des nerfs, des goûts et des dégoûts qui ne sont après tout que le résultat de notre éducation et d'expériences que nous avons vécues pendant notre enfance. Tout cela est vain. Le séducteur, le séducteur ne se demande jamais, tu m'entends, jamais si une femme est faite pour lui. Il cherche à trouver le moyen de faire croire à la femme qu'il est fait pour elle. Et chaque femme entretenant des préjugés, des opinions, des émotions, des espoirs différents, le séducteur, mon petit, doit être un caméléon. Le jeune berger tourna vers Thésée son visage brun, animé d'un sourire interrogatif. Il était encore joufflu pour son âge, mais ses boucles noires et le duvet qui ombrageait sa lèvre supérieure l'empêchaient de paraître trop androgyne. Thésée, se redressant sur un coude, regarda l'adolescent dans les yeux et continua du ton enthousiaste des confidences. Un séducteur est un homme qui veut remporter des victoires. C'est un stratège qui n'a qu'un but, la conquête. Tel que tu me vois, j'ai fait un enfant à la reine des Amazones. Les Amazones sont de redoutables mégères, qui haïssent les hommes. Elles montent si bien à cheval qu'on croirait des centaures, et elles se coupent le sein droit pour mieux pouvoir tirer à l'arc. Elles tuent les enfants mâles. Eh bien moi, Thésée, j'ai fait en sorte que la reine des Amazones me mange dans la main. Ce qui intéresse un conquérant, c'est de relever un défi ardu et de le réussir. Ariane, cette petite souillon, ne sera pas difficile à vaincre. Mais à travers elle, c'est une autre conquête que je vise. Thésée se rallongea, les bras passés derrière le crâne, sa brindille serrée entre les dents. Il regarda le ciel et soupira. Quelle heure peut-il être? Pas plus de 3 heures. D'après le soleil et l'ombre que ce vieil arbre tout tordu étend sur le sol. C'est ennuyeux.